Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission À travers. Sur ce plateau, nous recevons des personnalités qui décrivent la manière dont elles ont tracé le chemin pour pouvoir atteindre leur objectif et comment elles ont appris également de l'échec qui a façonné leur manière de voir et de faire. Cet après-midi, nous avons sur le plateau de l'émission À travers une femme entrepreneuse qui a su tracer sa voie dans le monde des affaires. Bonsoir Anne-Marie Issa et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Najma, comment vas-tu? C'est très bien, je vais très bien. Et de votre côté? Ça va, merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui pour cette émission. Oui, nous également. Derrière chaque visage, il y a une histoire de vie. Considérons comme point de départ la période de votre enfance et partagez avec nous quelques pages de cette période. Bon, ça a été une période assez je dirais, difficile parce que je n'ai pas connu mon père. Il est mort, j'avais 3 ans. Donc ma mère était extraordinaire. J'ai eu une très bonne mère, bien sûr. Et la seule chose, c'était qu'à un certain moment, arrivé à un certain âge, et j'ai 13-14 ans, j'avais des problèmes à l'école. Et il y a des enfants qui, parfois, couraient après ma soeur et moi. Pour nous, tu sais, à l'époque, il y avait une sorte de préjugé. Je suis de descendance syro-libanais. Alors, il y en a qui étaient après nous, arabes, boîte dans le dos. Tu sais, toutes sortes de choses. Pour un enfant de 12-13 ans, c'est pas facile. Oui, encaisser ça, c'est pas Voilà, c'est pas facile. Donc, finalement, je me battais toujours à l'école. Ah bon? Et bien sûr, puisque ça ne me plaisait pas. Donc, ma mère avait décidé alors de m'envoyer à Port-au-Prince. Donc, c'est là que ça a été difficile. Donc, vous êtes né au CAI. Je suis des CAI, oui. Donc, ça a été difficile à 15 ans de venir vivre chez ma tante ici, de laisser ma soeur, mon frère et ma mère. Et bon, mais je ne peux pas me plaindre. Et j'ai réussi dans ma vie, j'ai bien travaillé à l'école, j'ai été diplômée en business administration, donc je ne peux pas me plaindre. Ça n'a pas été facile mon enfance, bien sûr, mais justement. on a pu surmonter ces difficultés. Oui, justement. Donc, vous dites que vous avez fait choix de l'administration, je crois, des affaires, et également de la communication par la suite. Mais pourquoi ces choix? J'ai vu ma mère qui était dans l'administration. C'est ce qu'elle a fait parce que mon père, comme je l'ai dit précédemment, et moi j'étais très jeune, je ne l'ai pas connu. Donc ma mère était dans l'administration. Et ensuite, la communication, ça m'a toujours... Parce que je me suis toujours dit, c'est sa façon de communiquer qui rend les choses agréables ou désagréables. Donc pour moi, c'était un must. Tu vois, et j'ai beaucoup aimé la communication et je l'ai faite. Et je l'ai étudiée, j'ai réussi dans ma vie et dans mon travail. Donc c'est ça. Et dites-nous, comme vous venez tout juste de le dire, et vous avez été l'objet de préjugés. Et est-ce que cela vous est venu de vous dire que je vais laisser ce pays, peut-être que je serai mieux ailleurs, et par rapport à ces préjugés qu'on a, et surtout en Haïti, de clans, de races. C'est ça. Bon, je dois te dire que... Qu'est-ce que ça vous a fait sur votre parcours? Oh, ça m'a fait beaucoup de mal. Et je n'étais pas la seule, il y a ma soeur adoptive qui était aussi, parce que ma mère s'est remariée avec un Haïtien, un Noir, et qui était très bon avec nous, on n'a rien à lui reprocher non plus. Et sa fille que ma mère avait adoptée, elle était noire, et on allait à l'école. Et souvent, quand on arrivait, elle et moi, on nous disait, alors il y avait ma soeur, ma plus jeune soeur, elle et moi, on nous disait, mais arabe boîte dans doyo avec tinégresse là. Et chaîne en pied. Donc je me battais. Tu vois, elle était... Pour les défendre, oui, bien sûr. Et parce que les deux autres, ma soeur et elle, et ma soeur adoptive, elles étaient timides, elles pleuraient. Donc j'étais la seule à pouvoir me battre avec elles. Donc c'était tous les jours. Donc finalement, ma mère a dit, ah non, je vais l'envoyer à Port-au-Prince, chez ma soeur.
Et c'est ainsi que je suis partie. J'ai dû me séparer de ma famille à cause de ces préjugés, parce que moi, je ne pouvais pas les accepter. Oui, oui. Je n'ai pas été élevée comme ça. Pour moi, nous sommes tous pareils. Je suis d'origine libano-syrien, ma mère d'origine libanaise, mon père syrien. Et j'ai été élevée par un beau-père haïtien, avec ma soeur adoptive et ma soeur et deux choses d'origine. Donc, je ne pouvais pas accepter ça. Surtout que mon frère, non. Mon frère n'en a pas souffert à l'école où il était, non. Mais ça, je ne pouvais pas l'accepter. Elles étaient timides, elles pleuraient. Et moi, je me battais finalement. C'est ainsi que j'ai dû me séparer très tôt de ma famille, venir à Port-au-Prince chez ma tante. Et sur le parcours, sur tout le parcours, est-ce qu'il y a eu ces genres de préjugés? Je ne l'ai pas eu à Port-au-Prince, je dois l'avouer. Je n'ai pas eu. Bon, je peux dire de temps en temps, on sentait. Il y a certains élèves, parce que j'étais à l'externe à la Providence pour faire mes études primaires. Et après, j'ai été à l'école de Madame Douget. Et j'ai fini mes études jusqu'à l'Aritola. Donc, je n'ai pas souffert de ça après. Et je suis partie ensuite aller apprendre l'administration, le business administration à Miami. Donc, je n'ai pas souffert de ça après. C'est-à-dire, je sentais parfois, je dois l'avouer, le regard des autres peut-être un peu. Il y a une catégorie de gens qui nous méprisaient vraiment, tu vois. Donc moi, je les méprisais autant. J'ai appris à les mépriser parce que ma mère m'a dit, voilà qui tu es, voilà qui ils sont, nous sommes pareils, etc., etc., ne te laisse pas faire. Et c'est ainsi que j'ai appris à ne pas m'en occuper, tu vois. Et à avancer malgré le regard des autres. Et c'est pourquoi... Et j'ai appris aussi les relations internationales. Ça, tu vois, je me suis dit, je dois le faire, vu les problèmes que j'ai eus dans mon enfance. C'est bon d'apprendre comment approcher les gens selon le problème, tu vois. Donc, arrivé à Port-au-Prince, je ne peux pas me plaindre, je n'ai pas eu ce problème. C'était surtout au CAI, et je ne peux pas dire que c'était des Caïens, non. C'était des enfants qui étaient de Jérémie, qui étaient venus et ils avaient beaucoup de préjugés. Donc, c'est ça. Ça, on peut comprendre, mais vous avez pu surmonter cette période. Donc, vous êtes une femme d'affaires et certainement, cette question peut venir encore et encore sur les plateaux, des émissions que vous participez. Comment une femme, j'ai bien dit une femme, pas un homme, des fois, il y a des préjugés qui montrent que des fois le monde des affaires est plutôt masculin. Mais comment une femme peut tracer sa voie dans le monde des affaires? Donc comme c'est Haïti, nous sommes en Haïti, le cas d'Haïti, donc comment une femme peut faire son chemin? Bon, je pense qu'avec la volonté, on y arrive. Moi, je dois avouer que j'ai eu ma mère comme exemple. Tu vois, parce que comme je te l'ai dit précédemment, je n'ai pas connu mon père, j'avais 3 ans quand il est mort. Donc ma mère s'est battue, elle a beaucoup travaillé pour nous élever, etc. Donc c'était un exemple pour moi. Et je dois dire aussi que ce soit du côté de ma famille paternelle et maternelle, tout le monde travaillait. Donc j'ai vu ça dans ma famille. Et aussi mes études, ma mère a tenu à ce que je finisse mes études universitaires aussi. Elle m'a dit, la vie c'est ça, c'est ton métier, c'est ton travail, ton étude, tes études qui vont te permettre de briller, d'arriver. Et je n'ai jamais regretté, c'est bien ça. J'ai adopté le même système pour mes enfants aussi. En leur disant croire. En leur disant, voilà, il faut dans la vie travailler, il faut réussir, parce que c'est ça qui te permet de réussir. Si tu ne travailles pas, si tu ne t'éduques pas, si tu n'as pas une profession, tu ne vas pas pouvoir avancer, tu vois. Donc c'était ce que j'ai appris de ma famille, de ma mère surtout. Et j'ai prêché la même chose et je ne peux pas me plaindre. Et en étant une femme d'affaires peut-être, et comme je le disais bien avant, il y a des gens qui disent que c'est un peu difficile pour les femmes avec la famille de concilier les affaires. Comment une femme peut bien faire pour concilier les deux? Bon, je pense qu'avec la volonté, on y arrive parce que j'ai bien éduqué mes enfants. Je travaillais beaucoup et
je travaillais de 8 heures du matin, parfois jusqu'à 6 heures du soir. Mais je dois avouer que c'était très difficile. Mais j'ai su les élever, j'ai su les encadrer. Et puis, je dois avouer aussi que j'ai été bien encadrée aussi par ma mère. Donc, c'est ce qui m'a aidée. Oui, oui, Et je ne peux pas me plaindre parce qu'ils ont tous réussi les trois. Donc, je ne peux pas me plaindre. Donc, il y a d'autres questions par rapport au monde des affaires. Si, bon, des exemples un peu concrets. Et si une personne vous dit, ben, je veux me lancer en affaires en Haïti, et donc c'est un contexte assez difficile, nous le savons très bien. Donc, j'ai très peu pour commencer sur le plan financier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, c'est toujours un blocage pour les personnes qui disent, ben, j'ai très peu pour commencer. Est-ce que je peux commencer avec quelque chose de minime? Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, moi, je pense que c'est la réputation de la personne, c'est sa connaissance, c'est ce qui lui permet d'avancer, même si elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas de moyens parce que si elle a, comment je dirais, elle a ses qualités, son savoir, tu vois, et je pense qu'elle peut réussir. Elle peut trouver des gens pour l'encadrer. Tu vois, donc c'est ça qui est surtout important. C'est ce que les jeunes doivent comprendre aussi. C'est pourquoi il faut étudier, il faut réussir aussi dans les études, parce que ça te permet d'avancer. Parce que même si on a de l'argent et si on n'est pas préparé, on n'avance pas. C'est beaucoup plus facile d'avancer quand on est bien préparé et on n'a pas de moyens. Là même, on trouve des prêts, on trouve des gens à vous encadrer. Tu vois? Donc c'est ce que les jeunes doivent... Des gens qui croient en vous, bien en sûr, votre potentialité. Bien sûr, de votre, comment je dirais, réputation, la réputation de votre famille et tout. Parce que moi, je dois dire que j'ai été encadrée aussi dans ce sens, tu vois. Dans ce sens, quand j'ai commencé, c'était à zéro aussi. Donc, vous avez bon, su, peut-être il y a des gens qui disent, bon, c'est pas le même cadre, etc. Et par rapport à mon origine, ben, c'est un blocage. Donc, vous leur dites quoi en ce sens? Je n'ai pas eu ce problème, je dois avouer. Je dois avouer parce que ma mère a beaucoup travaillé et elle nous a encadrés aussi, je dois l'avouer. Donc, je ne peux pas me plaindre vraiment. Je ne peux pas me plaindre parce que j'ai pu finir mes études et puis prendre ma vie en main ensuite. Oui, en fait, je vous dis, s'il y a une personne qui nous regarde et qui nous dit qu'il y a des paramètres assez différents, et peut-être la personne peut vous dire, ben, je veux me lancer en affaires, une femme, mais qui vous dit, peut-être par rapport à mes origines, je ne viens pas d'une famille qui possède grand-chose, ben, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner la confiance des autres et peut-être pour leur dire que si vous investissez dans mes affaires, vous n'allez pas regretter. Non, c'est-à-dire si la personne est bien préparée et la réputation est bonne, je pense qu'elle peut être encadrée. Elle peut être encadrée et un prêt à la banque ou bien un prêt chez ça devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Des prêts à la banque, ça devient de plus en plus difficile. Oui, mais c'est la réputation aussi qui est importante. Si c'est une personne sérieuse, qui a fait de bonnes études, la famille est connue comme une famille et sérieuse, c'est-à-dire honnête, je pense qu'elle peut être encadrée, bien sûr. Elle peut être encadrée. Et en tant que femme d'affaires, et je sais que nous vivons une situation assez difficile, est-ce que des fois vous vous dites, ben, peut-être par rapport à la situation sociopolitique, des mouvances, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'avenir bon, disons, du monde des affaires, et en Haïti, oui, en Haïti, c'est très difficile. Et j'ai remarqué aussi depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui bougent. Il y en a qui vont à Saint-Domingue ou bien aux États-Unis pour travailler parce que le monde des affaires commence à être découragé, parce que ça ne va pas du tout. Donc je pense que les choses doivent changer. Il faut qu'on prie, il faut qu'on travaille pour ça. Parce que sinon, voilà, ce sera le grand problème de nos jeunes.
Tu sais, de nos jeunes, de ceux-là qui ont fini leurs études et qui veulent rester au pays et qui veulent travailler. Ça va être très difficile. Donc, nous devons contribuer à ça, à changer l'image de notre pays. Tu vois, ça c'est très important. Sinon, ceux qui peuvent partiront, ceux qui ne peuvent pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va être dur, très difficile. Donc, je pense que tout le monde doit se mettre ensemble. Il faut une tête ensemble pour qu'on voit comment changer la situation de notre pays. Oui. Comment nous en sortir de cette situation. Parce que de plus en plus, les gens partent. Les gens qui investissent, ils partent. Et si ça continue, nous allons nous retrouver sans travail, c'est-à-dire il n'y aura plus d'offres de travail, les gens seront découragés, et puis ceux qui peuvent partiront, les autres vont rester. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les pauvres? Tu comprends? Je pense que de plus en plus, nous devons penser à avoir une tête ensemble pour changer l'image de notre pays. C'est important. On va, et bien sûr, en parler beaucoup plus dans la deuxième partie, parce que vous avez certainement un engagement social, si on peut dire ça comme ça, mais vous parlez également en politique. Donc, on va voir ces aspects-là dans la deuxième partie de l'émission à travers. On vous revient dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Merci de rester avec nous. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission à travers. Je vous rappelle que nous recevons sur le plateau une femme d'affaires, Madame Anne-Marie Issa, qui est avec nous et qui ne parle pas seulement affaires, mais qui parle également politique. Mais en ce sens, par rapport à votre engagement politique et social, on va parler du Centre haïtiano-arabe pour le développement, l'éducation et la culture. Quelle est la mission de ce centre? Eh bien, je dois te dire que malheureusement, ce centre ne fonctionne pas depuis quelque temps. C'est vraiment malheureux, mais l'objectif de ce centre, c'est que tout le monde se mette ensemble et pour avancer, pour aider la population, pour faire avancer, parce que nous avons beaucoup travaillé à l'époque. Vous dites que ça ne fonctionne pas, mais vous... Bon, c'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça... Pour le moment, il faudrait reconsidérer. Reconsidérer. Parce que mais vous n'avez pas laissé tomber l'idée? Non, non, l'idée est là. L'idée est là. Et le problème, c'est qu'on a eu tellement de gens à se déplacer. On a eu des problèmes politiques, des problèmes sociaux, tu vois. Donc, mais l'idée est toujours là. Et le but, c'est justement qu'il y ait, comment je dirais, une tête ensemble pour avancer avec la population. Tu vois? Et on avait beaucoup travaillé au niveau d'aide à certains quartiers, comme Cité Soleil, etc. On avait fait beaucoup de choses à l'époque. Et malheureusement, à un certain moment, on a dû s'arrêter. Vu l'insécurité qui régnait, vu les gens ne pouvaient pas circuler, tout ça. Mais l'idée est toujours là. C'est à reconsidérer. Donc, vous travaillez surtout avec quel public, quelle catégorie? C'était comme, je dirais, pas un club, mais c'était haïtien et arabe. C'est pourquoi on l'a appelé Centre haïtiano-arabe. Ce sont des membres qui viennent dans le but d'aider. Tu vois, bénévolement. Vous venez, vous aidez, vous participez. On faisait des fonds. On avait des fonds qu'on considérait et qu'on demandait aux gens. Et avec ces fonds, on aidait les jeunes. On allait, par exemple, à Cité Soleil. Et ce centre a beaucoup fait à l'époque, tu vois. Beaucoup aidé les jeunes, les gens aussi. Mais à un certain moment, il y avait des problèmes, vraiment. De grands problèmes, on a dû s'arrêter. Mais l'idée est toujours là. Donc, je pense que et incessamment, ça va reprendre. Mais vous dites que vous aidez surtout les jeunes. Mais quel type d'aide, par exemple? D'aide de les scolariser, par exemple. On les scolarisait.
Et on aidait aussi. Cité Soleil, on avait beaucoup fait à Cité Soleil. On avait aidé certaines familles à finir leur maison, à construire quelque chose. Tu vois, dans ce sens-là. Il y en a qu'on aidait aussi à pouvoir se nourrir. Tu vois, parce qu'on était une bonne équipe haïtienne et arabe en même temps. Enfin, d'origine arabe, libanais, syrien, palestinien, etc. Donc, on se mettait ensemble et on était très contents. Malheureusement, il y avait l'insécurité, on ne pouvait plus aller dans certains quartiers. Donc, c'est tombé à l'eau. Mais pas définitivement, parce que l'idée est toujours là. L'idée est toujours là. Et ces jeunes qui ont eu, disons, l'occasion de bénéficier de vos aides, surtout par rapport à leur scolarité, est-ce qu'il y a de ces jeunes qui ont pu cheminer vers leurs études universitaires? Oui, définitivement. Moi, personnellement, je dois te dire qu'en dehors du centre qui n'existe pas depuis quelque temps, et je m'occupe, je prends soin de plusieurs enfants. Je les envoie à l'école. J'en ai qui ont fini leurs études, qui sont à Saint-Domingue, qui sont ailleurs. Tu vois, j'en ai quelques-uns du quartier et d'autres endroits. Et dont je m'occupe afin de les scolariser. Il y en a, je les connais parce que, comment je dis, à un certain moment aussi à la radio, j'avais une émission spéciale pour les jeunes. Ça s'appelait Éduca-Jeux. C'était une émission éducative et dans laquelle les jeunes pouvaient participer. Et quand ils gagnaient, ils avaient des bourses d'études. Ah oui, des bourses d'études, j'en ai donné beaucoup, plusieurs, parce que je donnais en échange à ces écoles ou bien ces universités la publicité. En échange à la radio, la publicité. Donc, j'avais beaucoup de primes comme ça que je donnais aux jeunes. Donc, j'ai pu scolariser beaucoup d'enfants. Ça, c'est bien. Beaucoup d'enfants. Et il y en a qui me reconnaissent. Par exemple, dernièrement, je partais. J'ai été vraiment tellement contente. Et puis, je vois deux jeunes filles et un jeune homme qui parlaient. C'est elle, c'est elle. Je me demande, Madame Issa, c'est vous, c'est vous. Et puis, ils m'ont embrassé. C'était des enfants que j'avais scolarisés, tu vois, qui m'avaient reconnu. Donc, ça a beaucoup aidé les jeunes. Tu vois, à l'époque, oui, beaucoup. Donc, comme vous dites, c'est vraiment un travail à ne pas oublier, à ne pas mettre en du tout. Ça aide. C'est toujours, par exemple, maintenant, je le fais, mais en donnant, et je le fais avec certaines organisations. Mais maintenant, comme je ne suis plus à la radio, en échange de la publicité, je paie la moitié, tu vois. Mais c'est quelque chose que je vais reprendre sérieusement avec la radio Signal parce que j'ai de bons rapports avec eux. Donc, c'est ça. C'est très bien. Et surtout lorsqu'on voit ces fruits. Et ça nous rend fiers. Bien sûr, bien sûr. Et j'en ai beaucoup qui ont réussi. Je garde contact avec pas mal d'entre eux. J'en ai 2 en France. J'en ai plusieurs aux États-Unis, à Saint-Domingue aussi, qui ont fait toutes leurs études et qui ont pu partir et tout. Bon, comme je te dis, malheureusement, les choses ont tellement changé. C'est plus pareil maintenant, mais l'idée est toujours là. Oui, c'est vrai, c'est plus pareil. La situation sécuritaire se dégrade. Sécuritaire aussi, économique aussi. Oui, économique aussi, parce que les écoles vous disent on ne peut pas donner des bourses, on ne peut pas. Tu vois, c'est vraiment difficile maintenant. Par exemple, j'ai une vingtaine d'enfants dont je m'occupe maintenant. Je paie l'école. Et je paie l'école. L'école, comme j'en ai plusieurs, et ils ne font pas de rabais pour vous. Même si c'est une, tu vois. Donc, heureusement que j'ai ma famille qui m'encadre et qui m'aide à payer pour eux. Parce que j'en ai quand même quelques-uns. Pas beaucoup, peut-être une vingtaine à peu près. Et on parlait, et tout juste dans la première partie, de la situation sociopolitique et économique du pays. Et je vous ai même posé la question, parce que là, vous êtes une femme d'affaires. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez demain? Et l'espoir, c'est comment vous voyez? Moi, je suis vraiment très inquiète. Je suis vraiment inquiète pour la situation économique d'Haïti.
sociale et économique. Mhm. Je suis très inquiète. Parce que de jour en jour, ça va de mal en pis. On aime son pays, on veut rester dans son pays. Mais c'est tous les jours que les gens bougent. Les gens bougent. Les gens qui veulent, comment je dirais, investir, ils ne peuvent pas. Ils ont peur, ce qui est normal. Tous les jours, on entend des commerces on ferme certains commerces, certains magasins, certaines industries. Donc, et le peuple, le malheureux peuple, tu vois, n'arrive presque plus à pouvoir travailler. Ils veulent pas, ils sont obligés de partir, ceux-là qui peuvent. Oui. Donc, ça devient terrible. Oui. Quand on voit le nombre de jeunes qui veulent partir pour ces domaines, qui veulent aller ailleurs, travailler, c'est pas, ils ne sont pas contents de laisser leur pays et leur famille. Oui. Mais le pays n'offre plus rien. N'offre plus rien à ces jeunes, à ces gens. Et sur le plan politique, parce que je sais que quand même, vous avez pu participer activement, je crois que oui, j'étais dans le Conseil des sages à une époque. Je représentais le secteur privé. Et je suis toujours très politique branchée parce que je pense que ce côté-là est très important pour le pays. Tu vois, il est temps que nos politiciens le comprennent et que nous ayons de bons politiciens parce que quand on a des gouverneurs, des gouvernants qui passent, et à chaque fois, c'est des problèmes. Tu comprends? Ils ne font rien pour le pays est à zéro, le peuple se meurt. C'est terrible. Il est temps qu'on ait vraiment quelque chose de bien, que les gens honnêtes, les gens valables, et comment je dirais, participent aussi, tu sais, à la reconstruction de notre pays. Je dis reconstruction. Parce que nous sommes à la dérive maintenant. Oui, certainement, mais comme vous dites, j'ai eu la chance de recevoir des personnalités publiques qui sont très actives au niveau de la politique. Mais comment je peux dire à des gens honnêtes de venir pour reconstruire, mettre la main. Ils hésitent. Ouais, ils hésitent, je comprends. Je comprends parce que là, c'est la dialectique des armes. Comment vais-je m'en sortir moi-même? Je comprends très bien parce que... Comment les convaincre de venir? Bon, ça c'est peut-être, je ne sais pas, mais les convaincre, ce serait peut-être une analyse de la situation et, comment je dirais, faire vibrer leurs sentiments pour le pays, tu sais. Et parce que je peux comprendre, parce que tu vois, des gens sérieux, il y a beaucoup de gens sérieux qui veulent participer, qui veulent aider, qui veulent faire de la politique, mais hésitent, parce qu'à chaque fois c'est pareil. C'est pareil, c'est terrible. Comme dit le français, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est vraiment triste. Mais vous... Et nous avons, excuse-moi, nous avons un bon peuple aussi, il faut le dire. Parce que dans n'importe quel autre pays, on aurait une révolution depuis longtemps. Ça, je te le dis très sincèrement. On a un bon peuple. Un peuple qui lutte, un peuple qui travaille pour manger chaque jour. Tu comprends, pour un repas par jour. Et puis, qui n'est pas encadré. On n'a pas d'État qui encadre la population. Il est livré à lui-même. Des enfants qui vont à l'école, ils ont faim. Ils ne peuvent même pas manger pour aller à l'école. Tu comprends? Donc c'est grave, c'est terrible. Moi, je vais te dire franchement, j'ai des enfants dans mon quartier parfois, c'est à la maison. Ils viennent. Enfin, quand je dis dans le quartier. Tu vois, ils savent que j'aide certains enfants. Parfois, je les vois on a un safe, on a un gate qui m'attendent pour pouvoir manger quelque chose. La situation... Donc c'est dur, c'est terrible. C'est terrible, les enfants ne sont pas encadrés. Le peuple se meurt, il faut le dire. Oui. Donc, comme vous dites, il faut quand même avoir une vision pour ce pays. Et je le dis et le redis souvent sur les plateaux de mes émissions, le pays qu'on veut ne va pas tomber du ciel. Et je prête ces paroles à M. Henri d'Orléans, mais tout comme on voit les États-Unis, ce n'est pas tombé du ciel. Le Canada, ce n'est pas tombé du ciel.
Donc nous, on doit construire notre pays. Donc Il faut qu'il y ait inévitable. une sorte de patriotisme. Bien avant de vous poser une question, est-ce que vous-même, si par hasard on appelle Madame Issa pour un poste, je ne sais pas, au niveau du gouvernement, et je ne dis pas peut-être ce gouvernement-là avec Ariel Henry, ou bien est-ce que vous voulez vraiment, vous-même de votre côté, faire de la politique active? Bon, je dois dire que j'étais dans le Conseil des sages, c'était de la politique, tu Oui, comprends? oui. Mais Moi, je veux dire, en ce je serais prête comment je dirais, à servir mon pays et le peuple haïtien si j'ai des gens sérieux autour de moi. Tu comprends? Si j'ai un gouvernement sérieux, j'ai des gens sérieux autour de moi, oui, j'accepterai. Avec plaisir pour aider mon pays, aider la population. Mais je ne vais pas m'aventurer, tu comprends? Comme ça, à la dérive, et puis, non. Il faudrait que ce soit une chose sérieuse, honnête, qui a une vision, oui, avec grand plaisir, et bénévolement encore. Tu comprends? Je le ferai. Parce que j'adore mon pays, j'aime mon peuple, j'aime ce peuple. Comment je dirais, si ce peuple n'était pas bon, il y aurait une révolution depuis longtemps. Les gens qui sont bien, qui mangent chaque jour, ils n'auraient pas pu travailler ni marcher dans les rues. C'est parce qu'on a un bon peuple. Le peuple est bon. Donc il est temps, mes amis, que tous les Haïtiens se mettent ensemble pour dire non, c'est assez. Nous devons encadrer le peuple pour que notre pays encadré, pour que notre pays avance. Mais il y a des gens qui se posent des questions. Vraiment, quelle est la cause et la cause principale de nos malheurs? Il y a des gens qui se posent ces questions, mais il faut le dire, il y a toujours cette déchirure au niveau de la société haïtienne, cette lutte de classe également. Moi, je ne m'assois pas avec vous parce que vous avez la peau blanche, etc. Moi, je ne m'assois pas avec vous parce que moi, c'est petite Dessalines, ou même bon, peut-être aussi l'autre petite Mbaronnet qui est souillée également. Donc, ça nous déchire. Bon, moi, je peux te dire non parce que j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'ai dû me séparer de ma famille, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, alors que j'avais que 13 ans. Donc, pourquoi? Parce que je me battais toujours à l'école au CAI. On avait certains enfants, pas tous, et heureusement, il y en avait 2 ou 3, qui s'amusaient à nous, parce que ma mère, et mon père est mort, je ne l'ai pas connu. Ma mère s'était remariée et avait adopté la fille de son mari. Et j'ai une sœur et un frère. Et puis, j'ai la sœur adoptive. Et souvent, à l'école, il y avait heureusement, ce n'était pas tous, il n'y en avait que 2 ou 3. Dès qu'on arrivait, ma sœur adoptive et moi, il y avait une équipe qui nous appelait Arabe Boîte Nando, Tinegre Chaîne dans pied. Parce que ma sœur adoptive est une noire, et ma sœur et moi, on est blanc. Mais si Arabe Boîte Nando avec Tinegre Chaîne dans pied, je me battais. Donc finalement, j'ai dû me séparer de ma famille à 16 ans, excuse-moi, pour venir à Port-au-Prince. J'avais même pas 16 ans, à peu près 15 ans, pour chez ma tante, parce que ma mère a dit non, tu te bats trop, je ne peux plus rester ici. Et c'est ainsi que je suis rentrée à Port-au-Prince, j'ai vécu chez ma tante, jusqu'à ce que ma mère a pu laisser au CAI avec les autres et venir à Port-au-Prince. Donc c'est une chose qui existe depuis longtemps. Il est temps que ça finisse, parce que nous sommes tous des Haïtiens. C'est grave. Et ça existe jusqu'à présent, je t'assure. Ça existe. Oui, mais si on ne peut pas surmonter nos différends, comment on va vivre ensemble? Bon, mais moi, je passe tout ça derrière mon dos et je vis ensemble. Parce que je ne fréquente pas ce genre de personnes. Voilà, tu comprends? C'est la seule solution, puisqu'ils sont haïtiens, tu es haïtien. Mais je suis haïtien. Pas vrai? Tu ne peux pas changer leur façon de faire. Donc, tu les méprises et tu vis ta vie. C'est la seule façon. Ils n'aiment pas, ce sont des gens qui n'aiment pas les Noirs, qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas... Donc, moi, je m'en fous maintenant parce que je les regarde, je ne m'en occupe pas, c'est tout. Tu vois, on vit sa vie, on fait le bien, on fait ce qu'on doit faire. Oui, mais quand même, comme vous dites... C'est triste. C'est triste, quand même. Si on veut quand même aller ensemble,
il faut se tenir la main. Voilà, c'est Il ça. faut quand même se dire, malgré nos différends, on peut avancer, on peut Bien construire sûr. une société. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même une vision qu'on doit partager ensemble. Si on veut prendre ou bien le même chemin, la même voie, on doit quand même partager une Bien même sûr. vision. Donc dire, voilà une Haïti qu'on rêve. Donc pour tous, l'égalité pour tous. Il faut quand même cette que ce tête soit une ensemble, bien réalité. sûr. Mais il faut quelqu'un du pouvoir qui doit peut-être initier quelque chose. Vous pensez qu'il y a quelqu'un? Non, ça n'existe pas, mais je te dis, c'est ce qui serait bien de pouvoir prêcher Non, ça. j'allais vous dire, justement, Non, ça j'allais vous dire, ça n'a est-ce que jamais vous voyez existé. qu'il y a quelqu'un qui a cette Cette vision, jamais. de nous jamais. rassembler, peut-être? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais c'est ce qu'il serait bien d'essayer de faire, tu sais, de faire Parce que là, il faut vous dire avec les questions, je discute de cela dans d'autres émissions, avec surtout la question des accords, où on devient beaucoup plus clanique. Moi, je fais partie de l'accord du 11 septembre, et moi, je fais partie de l'accord Montana. Et là, c'est le déchirement total. Il y en a d'autres, l'accord Ben, et j'en passe, mais ça devient beaucoup plus clanique. Tout à fait. On est dans de beaux draps, là. Tout à fait. Et on n'a aucune, comment je dirais, il n'y a personne qui puisse changer les choses, c'est-à-dire parler de ça, aider les gens à bien comprendre. Tu vois, pour prêcher la tête ensemble. C'est ça, on a besoin de ça. On en a besoin. Malheureusement, au contraire, on divise pour régner. Voilà l'époque que nous vivons maintenant, c'est diviser pour régner, malheureusement. Bon. Madame Issa, vraiment, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est vrai, c'est un contexte assez difficile, mais quand même, comme vous dites, il y a des gens qui sont là, qui espèrent. Bien sûr, il ne faut pas désespérer. C'est ce que je pourrais conseiller à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que Haïti, c'est notre pays. OK, il n'y a pas comme notre pays, parce qu'on doit se battre, on doit trouver une solution. Et j'envoie comment je dirais, un mot aussi aux gouvernants pour qu'ils mettent la main aussi pour essayer de changer les choses dans ce pays. Il y a trop de misère, il y a trop de problèmes dans ce pays. Merci, merci vraiment. À moi aussi de te remercier parce que ça a été un plaisir aussi de participer aujourd'hui à cette émission. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Hein? Et merci à vous qui avez pris le temps de nous suivre. On vous invite à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.